Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour notre conférence. Ivona Buchowska qui a la gentillesse de venir nous faire une conférence ce soir à l'école. Là, la plupart d'entre vous, vous êtes étudiants en première année. On a visité la semaine dernière la maison de la nature, de la forêt et des enfants de Darnétal. Et donc, Ivona en est l'architecte. Et donc, elle va nous faire une petite présentation de son parcours, de ses œuvres et de ses grands principes dans son architecture, en nous parlant bien sûr de la maison de la forêt, sur laquelle vous travaillerez demain. Je pense que je vais... On peut baisser l'éclairage. Oui, je vais aller baisser l'éclairage. Et puis, donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, Camille m'a demandé de parler un peu de mon travail. Vous allez voir énormément d'images, beaucoup d'images que j'essaierai de passer. Enfin, je les passe très très rapidement. Si vous souhaitez que je m'arrête sur une image, vous me demandez. Ce que je souhaite montrer finalement à travers cette conférence, c'est qu'il y a énormément de solutions dans les projets d'architectes. Nous sommes souvent confrontés à l'orthogonalité parce que voilà, c'est ce qu'on voit et on peut avoir des projets splendides qui sont excessivement intéressants. Et toutefois, ce n'était pas tellement mon choix dans ma vie d'architecte. J'essayais d'aborder l'architecture d'une autre manière, et plutôt sur en visant l'aspect oblique ou des structures suspendues aux arcs. Ce qui me semble important quand même, c'est de faire dialoguer les espaces. Alors, vous pouvez lire cette très très belle phrase signée Paul et Valérie, voilà. Avant que les espaces chantent, quand même, il faut bien qu'il y ait dialogue. Alors, pour moi, le dialogue des espaces, c'est de les concevoir de sorte pour que ces espaces soient excessivement conviviaux, pour qu'on puisse se voir. Pas forcément se toucher, mais de se voir, d'avoir des perspectives multiples à partir de même point de vue. Et ces espaces, cette convivialité, c'est pas simplement l'extérieur, c'est aussi l'intérieur. Et bien évidemment, ces espaces, l'espace entre les deux, extérieur, intérieur. Car si l'architecture se soumet aux trois dimensions, bien évidemment, comme tout volume, il y a quand même cette quatrième dimension qui intervient. C'est le changement permanent de l'angle de vue au fur et à mesure qu'on se déplace. Et on aura un autre rapport avec un bâtiment linéaire et un autre encore si on brise cette linéarité. La première critique des mouvements modernes était faite par Tim Ten. Notamment, il y a un très célèbre architecte qui s'appelle Alvo van Eyck, qui était l'auteur de cette leaf tree diagram, où il veut dire que l'arbre égale feuille, feuille égale l'arbre. Donc, vous pouvez lire donc, cette belle interprétation de rapport qu'on puisse avoir entre l'urbanisme et l'architecture. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui s'inspire quand même de Alberti. Il était le premier à concevoir ainsi la ville, la maison et l'urbanisme de la ville. Et tant qu'on est en Italie, voilà, il y a une image que je montre toujours avec beaucoup de plaisir, car je trouve que c'est un lieu absolument spectaculaire. C'est une petite bourgade en Ligurie, qui a cette particularité que d'abord, au cours des siècles, la ville n'a pas proliféré. Quand les familles s'agrandissaient, ils construisaient simplement au-dessus des rues pour être plus abrités du soleil et de la pluie. Et ainsi, ce que vous pouvez voir sur cette image, d'abord, c'est les trois places. Les trois terrasses, la plus haute, celle du Prince, elle est plantée. La deuxième appartient déjà au village.
et la troisième aussi. Les deux églises se font face. Et sur ces deux espaces débouchent 7 ruelles, bien évidemment piétonnes. Donc vous pouvez voir ici une, là l'autre, ici troisième, à quatrième quelque part par là. Et les 3 autres, de toute façon, on ne les voit pas car le volume ont rempli l'espace au-dessus des rues. Alors, si le théâtre de Gênes y arrive pendant les mois d'août et s'il transforme cette bourgade dans une énorme scène théâtrale, c'est quand même pas par hasard. Voilà, c'est ce que j'appelle voir sans se toucher. Vous voyez, comme selon Benjamin, l'homme veut voir, mais il veut être aussi vu. Alors, ce qui caractérise mon architecture, sans doute, c'est ce travail sur l'espace, sur les rapports visuels qu'on puisse avoir parmi nous, les uns et les autres. Il y a sans doute une certaine notion d'écologie, et pourtant, quand j'ai commencé à travailler tout de suite après mes études, le mot écologie ne faisait pas partie du vocabulaire des architectes. Ceci étant, tous mes quartiers construits sont toujours des quartiers piétons. Les parkings sont souterrains et rejetés à l'extrémité des parcelles. Et les quartiers sont abondamment plantés. Et il y a des terrasses, il y a des jardins et très très souvent, il y a beaucoup de bois. Une démarche qui m'est très chère dans l'architecture, c'est quand même la recherche de l'éclairage. Alors, l'orthogonalité, si vous voulez, ne m'a pas donné la satisfaction complète. Je trouvais que les pans obliques, c'est lui qui peut accueillir aussi l'éclairage zénital, apporte encore plus à l'intérieur, dans la manière qu'on souhaite sculpter l'espace. Et c'est ainsi que tous mes projets, finalement, se développent selon ces formules obliques, ou alors selon l'arc, parce que vous voyez, la courbe de l'arc permet de faire venir l'éclairage parfaitement de toute direction. Alors, on va commencer par l'oblique, et par un sujet peut-être qui pour moi le plus difficile, c'est l'habitat social. Pourquoi il est le plus difficile? Parce que justement, ce sont des... Est-ce que vous m'attendez? Oui. Parce que ce sont des programmes au fond où on a très peu de budget. Alors tous mes projets, et vous voyez ici une très grande complexité de l'ensemble, mais au fond c'est un système tout bête. Pour ne pas dire tout con, c'est une trame carrée, toujours la même, qui est couverte par 2 toitures triangulaires, et cette trame utilise aussi la diagonale. Mais le système, c'est un système poteau-poutre. Je construis toujours en ossature poteau-poutre ou poteau-dalle, jamais en voile. Et c'est un système qui peut paraître contraignant au démarrage, mais une fois quand on comprend quelle est la logique de la trame, elle vous donne toutes les possibilités et une énorme liberté. Alors, vous voyez la toiture et commence à partir du niveau de sol. Il ne s'agit pas ici de couronner un bâtiment, mais de prévoir un pan oblique qui va finalement cadrer les espaces en fonction de nos besoins et souhaits. Vous voyez ici le plan masse d'ensemble. Alors, autour, nous sommes dans la zone pavillonnaire. Donc, un jardin, une clôture, un chien derrière. Voilà, c'est ça le paysage autour. Et au moment où la ville a décidé, en fait pas la ville, mais une nouvelle gare a été construite, tout ce terrain qui était occupé par les vergers sauvages est devenu assez intéressant et finalement la décision a été prise de construire 245 logements. Alors, et la tranche que vous voyez ici, c'est une tranche qui n'est pas réalisée. Mais en fait, le principe est très simple. Il y a ici une rue qui est terminée par un cul-de-sac. Alors, cette rue, elle est prolongée à l'intérieur par un passage piéton qui va traverser tous ces quartiers pour arriver finalement à l'avenue qui nous amène vers la gare. Ce passage, il est bordé au premier niveau par une coursive ouverte donnant l'accès au logement. Un deuxième passage, un peu plus petit, se trouve proche de la gare. Car dans ces milieux, finalement, on a simplement les maisons individuelles. Il y a quand même des avantages que j'ai trouvés dans ce tissu, et l'accès individuel. Voilà. On accède directement à chaque appartement, comme on accède directement à chaque pavillon des banlieues. On a ici des jardins aussi et des terrasses, et bien évidemment une toiture avec la charpente en bois, sauf qu'elle s'inspire peut-être de toitures environnantes, mais bien évidemment, ce n'est pas du tout la même. Vous voyez ici donc les 3 courbes de l'ensemble en fonction de la densité, de la position de bâtiments, car
normalement, j'arrive un peu en arrière. Vous voyez, il a fallu construire un prototype de 5 logements pour convaincre la totalité de la municipalité que cette opération peut être réalisée. Car à l'époque, ce n'était pas du tout évident. En 1986, voilà, de faire du bois, même les études ont commencé en 1977, donc voilà, vous n'étiez pas nés. Mais alors, on aurait pu multiplier ces prototypes 45 fois et aboutir finalement à 245 logements. Et c'est un choix l'inverse qui était fait, c'est-à-dire, à partir de la même trame, on arrive à avoir des groupements différents, et en fonction de ces groupements différents, forcément, aux logements différents. C'est-à-dire, ici, nous sommes proches, entourés complètement par la zone pavillonnaire. On a ces groupements sur la forme hexagonale, avec un patio à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'on s'approche vers l'avenue principale, vers la ville, on arrive au bâtiment beaucoup plus linéaire et l'architecture infiniment plus dense. Et face au chemin de fer, on se retrouve ici avec les bâtiments quasiment individuels, groupés. Alors, ce que vous voyez ici, le long, c'est une butte qui a été réalisée, c'est la terre de parking souterrain qui constitue une barrière phonique voilà, face à la gare. Alors, cette partie du bâtiment, cette tranche n'a pas été réalisée, et l'école maternelle non plus, mais on va pouvoir quand même voir quelques images. Et donc, les 3 coupes que vous voyez correspondent à ces principes d'organisation. Vous voyez ici la partie la plus proche de la zone pavillonnaire, avec des logements qui vont tourner autour de l'air patio. D'un côté, de l'autre côté, ils s'ouvrent aussi sur l'extérieur. Vous avez ici la tranche la plus dense, finalement, le long qui aboutit à la rue principale, avec un certain nombre des ateliers d'artistes qui profitent d'un plancher incliné. Voilà l'école maternelle qui n'a pas été réalisée. Je déplore énormément quand j'étais très attachée à ces projets, dont les principes étaient les suivants. L'espace jeu était vitré et encadré par un toboggan, donc on pourrait descendre vers les classes sur les fesses, applaudis et vus par les copains. Voilà quelques images voilà, de l'ensemble, de la cité, avec cette voiture qui commence à partir de la partie basse. Et bien évidemment, cet éclairage finalement zénital des toitures. Vous voyez énormément de façades et qui sont très découpées, qui prennent la position des diagonales. C'est aussi c'est le principe finalement de pouvoir faire pénétrer à l'intérieur de logements l'éclairage qui parvient de toutes les directions. Et c'est aussi une certaine recherche de convivialité, car très souvent, notre appartement, il est découpé par les jardins, mais plus loin, d'un lieu, à travers les jardins, on voit l'autre lieu de logement voilà, qui nous appartient. Alors, je passe un peu plus rapidement les images suivantes. Et on arrive ici donc à ce principe de passage, de cette coursive ouverte qui donne l'accès au premier niveau au logement. Tous les entrées sont donc indépendants, abrités de la pluie. Et ce passage va prendre des formes très différentes en fonction de la position sur les terrains. Alors dans ces passages, il y a des moments où les artistes voilà, tendent leurs œuvres. Ce passage, il va s'ouvrir finalement après sur les places et placettes très différentes. Voilà la plus grande place qui est appelée la place de jardin japonais. Vous allez voir après pourquoi. Aujourd'hui, c'est complètement envahi par la végétation. Et c'est donc sur cette partie-là, vous voyez l'amorce de la partie la plus dense. La deuxième tranche finalement dont le groupement tourne autour des patios. Et cet élément peut-être, en fait, l'individu est groupé avec les pergolas. Voilà, on arrive à une autre place, et à la place des ateliers d'artistes avec ces planchers inclinés. Les perspectives sont toujours multiples, c'est-à-dire on creuse les rez-de-chaussée de sorte à pouvoir voir loin, à pouvoir, vous voyez, avoir des perspectives lointaines, de sorte
pour rester toujours en communication assez directe, l'atelier d'artiste. Et je vous montre rapidement quand même quelques plans, parce que bon, je suis à l'école d'architecture, difficile de ne pas montrer les plans, mais je conçois parfaitement qu'on n'a pas beaucoup de temps pour rentrer dans les détails. Voilà la place des ateliers d'artistes avec ces planchers inclinés. On accède à chaque atelier directement de l'intérieur. Et après, par ces planchers inclinés qui accompagnés par un escalier, on peut après donc arriver finalement au premier niveau de logement. Très souvent, il est en triplex, lui-même accessible par la coursive extérieure. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que tous les logements sont différents. Il n'y a pas un seul logement qui se répète. Le seul élément qui se répète, ce sont les gains techniques, et c'est peut-être la contrainte la plus grande dans l'organisation de ces espaces, car il y a quand même les problèmes des économies, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir 5 gains dans le logement, on a une gaine par le logement, ou 2 dans le pire des cas, et il faudrait bien que les gaines soient dans la même verticalité, et bien évidemment, il faut qu'ils ne passent pas sous les toitures. Ben, ça n'a pas de sens, parce que les gaines, c'est quand même pour une grande partie les pièces humides. Voilà le principe, la coupe à travers les ateliers d'artistes. Nous sommes maintenant dans la première partie de l'opération, avec ces logements qui vont tourner autour des passions. Voilà, supposons qu'on rentre par exemple oh zut, excusez-moi. Voilà, on peut rentrer dans n'importe quel logement, par exemple celui-là, on rentre, on a un espace qui peut correspondre au coin repas, on a une cuisine, l'escalier finalement qui va nous permettre de montrer au niveau des duplex, après le grand séjour qui va s'ouvrir sur cette patio d'un côté et de l'autre côté vers l'extérieur. Alors toutes les flèches que vous voyez ici en plan, ça veut dire que ce sont des éléments qui sont sous la toiture, c'est-à-dire là, ici on est dans la partie la plus basse, la toiture monte d'un côté et monte de l'autre côté. Donc cet espace ici, la partie de séjour, est sous les pans. Ici on a 2,30 m en hauteur, ici la double hauteur, de même ici 2,30 m la double hauteur, et la chambre parentale bénéficie aussi de cette double hauteur. Après, en partie haute, on se retrouve finalement, vous voyez ici l'escalier d'accès, avec une chambre traditionnelle de forme carrée et l'autre triangulaire. Alors, c'est assez difficile à comprendre ce plan, mais vous voyez, on coupe normalement à 1 mètre par rapport au niveau de sol. Donc, par exemple, cette toiture coupée ici, elle est coupée parce que la partie au logement plus bas, elle commence au niveau de la terrasse, elle monte après pour arriver à la cote de 2,30 m par rapport à ce niveau de duplex. Mais toute cette toiture appartient au logement en rez-de-chaussée. Ben pardon? Bon. Alors, on va continuer. Nous sommes maintenant dans la partie la plus basse de volume, avec ces pergolas qui descendent au niveau du sol. Voilà une autre image. Et on arrive donc à ces logements qu'on peut considérer que ce sont des individuels groupés, avec des jardins autour, et finalement à peu près le même principe, avec une telle différence qu'ici, la toiture commence à partir du niveau de sol, et l'espace, comme vous savez, on compte dans le loyer à partir du moment où la hauteur est supérieure à 1,80 m. Si ce n'est pas le cas, l'espace est gratuit. Donc, ça m'intéressait énormément finalement de construire ces logements où on a des espaces en plus sans qu'on paye pour ces espaces. Ça concerne donc ces logements avec le plan oblique du rez-de-chaussée, ou alors les ateliers d'artistes que vous allez voir après avec ces pans obliques qui simplement font partie des volumes, mais on peut exposer des œuvres. Donc ça, on peut préparer, si vous voulez. Et on se retrouve ici avec tous ces espaces sous toiture qui sont réservés forcément au séjour. Et c'est après, en fonction de la taille de logement, soit chaque logement a au moins une toiture inclinée, mais des fois c'est 2, 3 ou plus. Voilà une des images actuelles et la salle polyvalente de la ville. Et après, je vais vous montrer en vitesse quelques logements. Voilà, donc quelques logements vides, non habités, avec la charpente apparente. Voilà un logement avec ses pans inclinés qui va arriver au niveau du sol, c'est un duplex.
un autre type de logement. Et on passe maintenant dans le logement habité, où on se retrouve avec on a ici un duplex, avec donc l'accès, le salon, au fond la cuisine, et en partie haute, il y a des chambres et un espace jeu. Voilà l'atelier d'artiste d'un côté, avec ses pas inclinés, accompagné par un escalier, un logement après, qui lui-même est desservi à partir de la coursive du premier niveau et qui se déroule en triplex. Et de l'autre côté, le logement habité avec la cuisine sur la gauche, le séjour en profondeur, et donc la partie en mezzanine, en surplomb par rapport au séjour. C'est un espace jeu, il y a deux chambres après, un peu plus loin. Alors, si on regarde un peu l'atelier d'artistes, vous voyez ici la coupe qui vous montre comment l'espace s'organise. Alors, les artistes utilisent cet espace, c'est pas incliné, voilà, pour exposer les œuvres. Et bien évidemment, cet espace de 12 mètres carrés n'est pas pris en compte dans le loyer des habitants. Un autre type de logement. Dans la partie basse des volumes, on retrouve souvent des logements où on a décaissé le plancher pour avoir un peu plus d'espace sous toiture. Un logement de nouveau en duplex avec leur petit jardin ou les terrasses ou les deux. Et voilà quelques images plus récentes. Vous les reconnaissez très facilement parce que le bois, il a vieilli, le bois est devenu gris. Donc de ces espaces, de cette place centrale que vous avez vu tout à fait au début de la présentation, ce sont des espaces aujourd'hui qui sont complètement envahis par la végétation. Je déplore un peu que le quartier n'est pas très bien entretenu en ce qui concerne les espaces verts, car on perd un peu la lisibilité de l'ensemble. Les clôtures végétales poussent en notre... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Pousse en hauteur. Et là, donc là, on a quelques images toujours actuelles. Alors, pour tout vous dire, l'ensemble n'est pas entretenu, et alors ça pose énormément de problèmes. La rénovation, maintenant, va avoir lieu, mais c'est un quartier qui était menacé de démolition. Et donc là, c'est le fameux jardin japonais, c'est l'espace aujourd'hui envahi complètement par la végétation. Alors, voilà le chantier. Système poteau-poutre, avec ici, vous voyez donc le montage des panneaux de façade. La deuxième partie, finalement, qui est en cours de réalisation avec le plancher incliné des artistes, pour les ateliers d'artistes. Et ce qui est quand même très étrange, c'est que quand vous êtes sur place, la trame n'est pas du tout présente. On ne la sent pas du tout. Alors, quand on voit cette photo aérienne qui était faite il y a très très longtemps, c'était au début de la construction du prototype et de ses premières tranches, vous voyez bien à quel point le projet il est tramé. Et voilà, ça c'est la dernière tranche aujourd'hui, voilà la plus dense. Alors, normalement, les sites constituent pour moi toujours une source d'inspiration. C'est un autre bâtiment réalisé il y a très très longtemps. C'est un concours. Et le terrain était tellement étroit et tellement difficile que finalement, je ne pourrais absolument pas construire les nombres de logements demandés si on souhaitait respecter le gabarit. Écoutez, il faut que j'arrive en arrière. Si on voulait respecter ici le gabarit de logements, de bâtiments existants. C'est ainsi que l'ensemble est collé contre la limite séparative. Parce que vous savez, peut-être vous ne savez pas, il y a des règlements d'urbanisme en France qui vous imposent une distance de 8 mètres par rapport à la limite séparative. H égale L, il faut reculer de la hauteur de bâtiment que vous construisez. Si on voulait respecter ce principe, à la limite, c'était impossible de construire, de respecter le gabarit existant des bâtiments le long de la rue. Ça nous obligeait finalement de coller les bâtiments contre la limite séparative. Et c'est ainsi que l'idée finalement d'organisation des séjours s'imposait, toujours sous les plans obliques,
percée d'éclairage zénithal nous permettait finalement de coller toute cette partie contre la limite séparative, mais les principes d'organisation spatiale de logement, du séjour à des niveaux, ils sont posés d'office. Et c'est ainsi finalement que des fois les contraintes peuvent nous donner des idées finalement au niveau d'organisation spatiale. Donc vous voyez ici le rez-de-chaussée avec les logements au rez-de-chaussée, les commerces et l'ensemble collé contre la limite séparative. Je vous passe quelques images assez rapides. Voilà les jardins. Le coupe des principes, en fait, ce n'est pas tellement le coupe des principes, c'est une coupe qui est faite pour montrer les principes d'organisation de logement. Vous voyez, en partie haute de volume, on se retrouve avec des logements en 2 ou 3 niveaux, sous les pans inclinés, avec l'éclairage zénithal provenant de la toiture, et en partie basse, des logements qui sont positionnés sur ces pans obliques, où de nouveau, on se retrouve avec des espaces qui ne sont pas compris dans le calcul des surfaces et qui nous permettent quand même l'utilisation du lieu. Voilà un des principes de ce logement sous les pans inclinés. Et là, la partie logement vu par le haut, donc là, on arrive à un triplex, on rentre au niveau intermédiaire, et à partir de ce niveau intermédiaire, on peut voir la terrasse qui appartient au même logement, ou alors on peut voir les espaces qui sont en partie basse, basse de volume. Voilà la même image, en fait le même appartement, photographié maintenant par la partie haute, de la partie haute de volume. Voilà quelques plaisirs d'architecte pour faire des étagères obliques. Voilà quelques terrasses. Alors, dans ce type d'architecture, on n'a pas trop souffert du Covid. Vous voyez, les gens pouvaient bénéficier de leurs espaces extérieurs, et surtout au Blanc-Ménil, où cet espace d'ensemble libre, c'est quand même 3 hectares qui ont été construits sur le terrain de 6 hectares, ont permis aux habitants de ne pas trop sentir les contraintes sanitaires. Un autre concours, cette fois-ci, c'est à Saint-Dizier, c'est face à l'église ancienne, à l'entrée de la ville. On se retrouve donc avec un système mixte, béton et béton-bois. Béton pour les façades qui donnent sur la rue, car il y a beaucoup de parcours de toitures et c'est assez bruyant. Et par ailleurs, de l'autre côté, on retrouve finalement les façades en bois, les toitures inclinées. Voilà l'accès et à la ville, avec cette perspective finalement qui donne sur l'église, et donc avec les découpes des principes, vous voyez bien, et le traitement des terrasses. Cette fois-ci, les terrasses ne sont pas plantées. En réalité, c'est pas si rouge que ça, je ne sais pas pourquoi. Et on a l'impression que c'est tellement fort comme couleur. Alors, à Saint-Dizier, c'est en Haute-Marne, il pleut beaucoup, et c'est la raison pour laquelle les terrasses sont partiellement abritées. C'est-à-dire ça, c'est une terrasse qui appartient à un des logements, et une partie de la toiture couvre cette terrasse. Ainsi, on peut en profiter, et même quand il pleut. Alors, je vous passe rapidement les images. Voilà quelques plans de logement. La trame, c'est aussi la trame carrée. La trame tourne avec des éléments de raccord, car vous avez peut-être pu voir sans doute au démarrage, que je reviens, le terrain d'intervention est très hétérogène. On se retrouve d'un côté avec des bâtiments très bas. Vous voyez, l'architecture quasiment villageoise, et après des bâtiments circulaires des années 60. Donc, malgré le fait que la trame, chaque fois, elle est basée sur un carré, il y a des éléments de raccord qui nous permettent, finalement, au lieu de faire un bâtiment linéaire, de faire tourner cette tranche des bâtiments de sorte à pouvoir épouser la courbe du bâtiment existant. Donc là...
Et donc, chaque fois, cet éclairage, finalement, il devient pour moi un élément excessivement important dans l'organisation spatiale. Ici, les terrasses ne sont pas plantées. Et les terrasses sont donc abritées. Et voilà. Alors, en ce qui concerne la vie d'architecte, comme vous savez, il y a beaucoup de projets non réalisés. En fait, on fait des concours, on ne les gagne pas. Et ici, je voulais vous montrer quand même quelques d'autres démarches concernant l'habitat. Par exemple, ces bâtiments très particuliers, finalement, qui ont été conçus pour des façades urbaines, avec cet élément, ce genre de beau huidon en façade, qui nous permet finalement de gagner l'espace en surplomb par rapport à la rue, et en proposant ainsi des duplex de taille d'un autre type, mais toujours avec cette souci finalement de faire parvenir à l'intérieur l'éclairage de toute direction, en profitant donc des courbes des façades. Voilà quelques autres exemples. Cette fois-ci, ce sont des petites parcelles qui étaient dédiées à une dizaine de logements. Il y a quatre parcelles. Et cette fois-ci, ce système concentrique est réservé en logement. C'est-à-dire, il faut imaginer que autour de ces logements tourne un logement, ou s'il y en a deux, l'autre va avoir l'éclairage provenant d'une autre direction, car ce n'est pas un tissu qui est très beau, c'est un tissu finalement qu'on n'a pas trop envie de voir. Donc ce principe, c'est un tissu assez villageois, donc c'était une volonté finalement de reproduire un peu cet aspect intime de l'habitat existant. Alors, quelques exemples de l'architecture de nouveau concentrique. Là, nous sommes dans un très beau paysage. Cette fois-ci, c'est une villa haut de gamme. Elle s'ouvre sur un terrain très beau. Voilà, donc, on cherche quand même ces éléments concentriques d'ouverture. Alors, c'est une villa de 1000 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas l'habitat social. Mais non, je n'ai pas réalisé. Voilà, c'est bien dommage pour moi. Alors, il y a après d'autres maisons individuelles, comme ces principes de villa en Corse, à côté des Boniface, dans un terrain de rêve. C'est de nouveau des éléments concentriques qui nous permettent de capter l'éclairage provenant de toutes directions et qui ont toujours des perspectives très beaux, parce que ces éléments concentriques, si vous voulez, ils me semblent très intéressants à partir du moment où on n'a pas de perspective à privilégier. Partout est beau, donc on veut s'ouvrir partout, et avoir cet éclairage et l'ouverture sur les paysages qui provient de toutes directions. Alors, c'est un autre concours, ce sont des bureaux et des laboratoires, où on a deux types de langage. Le premier est réservé aux bureaux. Ce sont donc des bureaux de forme trapézoïdale. Après, le laboratoire prend plutôt une forme beaucoup plus classique. Voilà, vous voyez sur ces plans le laboratoire en rouge, les bureaux en gris. Mais ce qui m'emporte quand même dans tous ces projets, que ce soit de l'habitat ou que ce soit des équipements, c'est de limiter les couloirs au strict minimum, de préférence de ne pas les avoir. C'est valable pour les logements. Et à partir du moment où on est obligé de les avoir, c'est d'en faire un lieu de rencontre. Vous voyez, de les traiter d'une manière très généreuse pour que les gens puissent discuter et puissent prendre le plaisir d'y être. Et c'est un bâtiment qui se déroule à 3 niveaux, avec cette rampe accessible pour les personnes handicapées. Ce sont des couloirs après qui vont tourner autour de ces patios. Aujourd'hui, on observe les papillons parce qu'il y a un petit filet qui est posé dans la partie haute des volumes. Et de nouveau, l'éclairage va avoir un rôle très important dans l'organisation de l'espace et dans les plaisirs que l'espace peut nous procurer. Et là, on arrive finalement au projet que vous connaissez aujourd'hui par cœur. Voilà, c'est Darnétal. Donc, ce qui peut être intéressant de voir, c'est le changement de la couleur du bois, parce que le bâtiment étant réalisé il y a une dizaine d'années, on n'a plus tellement de couleurs d'origine. Il y avait un peu de modifications par rapport au concours, et
gagné. Et à la réalisation derrière, vous voyez par exemple ici, vous voyez une très belle clôture en châtaignier. Cette clôture a disparu au profit de clôtures classiques parce que tout simplement, les gens ont piqué le bois. Voilà, vous voyez, on n'est pas toujours très, très civique. Voilà, c'est bien dommage parce que, voilà, et c'était infiniment plus intéressant. Alors, bon, on ne va pas s'attarder trop finalement sur les projets car vous les connaissez bien, mais de nouveau, le choix finalement des éléments concentrique finalement, c'est quand même le paysage. Il n'y avait pas tellement de perspectives à mettre en valeur. L'entourage était absolument magnifique. Donc, mon seul problème, c'était de pouvoir s'ouvrir sur l'espace extérieur. Et on avait donc quelques principes, n'est-ce pas? Vous avez... Excusez-moi. Voilà, si on a ici ces découpages de volumes, c'est entre autres pour faire arriver pénétrer la lumière en profondeur des volumes d'un côté, de l'autre aussi, c'est pour travailler finalement les volumes extérieurs, car vous avez sans doute, pu constater que les volumes changent en fonction de lieu, qu'il y a des volumes très hauts sous plafond pour les salles polyvalentes, il y a des volumes de moyenne taille pour la maison de forêt, mais il y a ce volume pour les enfants finalement, le plus petit, donc c'est la dernière partie, la dernière tranche finalement de ces bâtiments, voilà, tous ces espaces finalement, où il a fallu passer plusieurs réunions de travail pour convaincre les futurs utilisateurs qu'un mètre 80, que c'est largement suffisant. Je n'ai pas pu négocier mieux. On m'expliquait que le personnel, des fois, c'est 2 mètres, plus les Adidas, donc 2,5 mètres, et qu'on ne peut pas descendre, on ne peut pas réduire l'espace. Si j'aurais pu le faire, j'aurais probablement projeté à 1,20 mètre. Je souhaitais avoir vraiment dans la classe un espace à la taille d'enfant, pas un espace à la taille de l'adulte. Alors, il y avait une modification par rapport à cette planche de concours. Vous voyez la façade, c'est quasiment la même, la réalisation, mais à l'origine, nous avons conçu des terrasses d'observation, c'est-à-dire le point haut, ici et là, c'était des terrasses sur lesquelles on pourrait y accéder pour être plus proche des cimes, voilà, pour observer mieux les oiseaux. Et bien évidemment, la réalisation était trop coûteuse, il a fallu installer les ascenseurs et on n'a pas pu les réaliser. Donc, le seul point haut, c'est l'accès finalement sur la toiture. Mais cette image est quand même assez significative. Vous voyez cette manière de capter l'éclairage par la partie haute des volumes et par l'éclairage zénithal. Alors là, ces images, vous les connaissez très bien. Je passe quand même en vitesse parce que ces volumes découpés nous permettent finalement d'avoir ces vis-à-vis, cette manière de pouvoir se voir d'une classe à l'autre, de ne pas être simplement face au paysage. Donc avec les préaux des classes, et après le grand préau qui va nous donner l'accès à la maison de forêt, avec les salles de la maison de forêt, le hall que vous connaissez bien, donc l'éclairage. Et après, donc ces parcours multiples avec toujours cette volonté de voir au fond, si possible, voilà la forêt. Et on a essayé de personnaliser les classes avec cette pastille finalement à l'endroit des portes, de sorte pour que chaque enfant puisse savoir dans quelle classe, sa classe, et voilà l'image d'une des salles, avec donc ces fenêtres qui vont nous permettre, à partir de la coursive, à partir du couloir, de pouvoir voir la forêt un peu plus loin, mais avec les poutres, vous voyez, qui ne vont pas jusqu'aux l'ossature, mais qui sont suspendues à l'ossature et qui sont suspendues aux poutres. Quelques images de chantier, vous voyez comment le projet a été établi avec la trame très régulière, les poteaux qui marquent la trame et une trame rayonnante aussi pour la toiture. Là, c'est la salle polyvalente, le chantier est avancé. Et voilà un peu plus. Alors bon, quelques images juste pour voir d'autres démarches possibles, quelques concours par exemple pour une école maternelle et primaire, avec cette fois-ci des volumes très différents, mais qui traduisent déjà cet élément, cette façade, cet élément
cet élément de jeu qui va être sous l'arc pour avoir un peu plus d'auteur, un espace d'un type très différent, ou alors des très grands concours, comme pour les musées de Solidarność Gdańsk, ou de nouveau les projets tramés, même si on ne les voit pas, on a ces éléments qui suivent la courbe, et avec la partie la plus importante, celle finalement qui va être réservée à l'exposition, principal. C'est un concours qui était lancé par la ville de Gdańsk. Je ne sais pas si Solidarność, ça vous dit quelque chose, les grèves de Gdańsk, mais voilà, c'est un musée qui est donc dédié à cette période voilà, de la Pologne. Et on arrive à un autre principe finalement qui m'est très proche, qui m'intéresse énormément, c'est ces principes de construction suspendus aux arcs que j'essayais d'explorer d'une manière très différente et chaque fois à une échelle complètement différente. En partie haute, c'est quasiment une méga structure, c'était mon diplôme. Au milieu, c'est l'habitat intermédiaire et la coupe est plus basse, bon, c'est le collège. Alors, et voilà, je vous montre quand même quelques images de mon diplôme, car finalement, c'était un projet qui m'a incité après à ces recherches vers les structures suspendues aux arcs. C'est face à la cathédrale gothique à Saint-Denis. Mais pour tout vous dire, et aujourd'hui, je pense que je n'aurais pas placé ce projet là-bas, n'est-ce pas, le temps a passé, on a notre regard. Mais à l'époque, c'était l'époque de métabolistes japonais. C'était au moment où on travaillait beaucoup les mégastructures et c'était un peu de démarche à l'heure du temps, à une échelle finalement, aujourd'hui, je pense, qu'on aurait abandonné. Ceci étant, ces éléments des arcs concentriques m'ont permis d'organiser dans la tranche extérieure des arcs de logement et dans les arcs plus bas des équipements ou alors des commerces et des bureaux. Et quand on regarde ici ces plans masse, vous voyez ici un passage finalement qui nous amène vers la basilique où à l'extérieur se trouvent des commerces, ici les bureaux, et après donc on est au premier étage et on a ici ces parcours à travers l'ensemble du quartier où de nouveau on se retrouve avec la couche extérieure des logements, après les vides en rez-de-chaussée, ou alors ce sont des vides qui sont réservés au commerce. Donc, je vous incite à faire un très bon diplôme, voilà, parce que si vous prenez bien, vous pouvez après l'utiliser, peut-être le réaliser quelque part, ou quoi qu'il en soit, ça peut être un tremplin pour vos recherches. Alors, ce principe, je l'ai essayé de développer dans plusieurs concours. Et par exemple, celui-là, c'était un fragment d'un grand projet. Et ici, on est à l'emplacement finalement de la cité Jardin, que voilà, la ville souhaitait voilà, remodeler, avec ces principes qui nous donnent la possibilité de suspendre les appartements et d'avoir un jardin continu en rez-de-chaussée. Alors, ces principes, j'ai pu réaliser au Collège des Bobigny. Alors, de nouveau, vous allez être confronté au volume qui vous semble excessivement complexe. Mais au fond, de nouveau, ce sont des volumes qui sont répétitifs, ou au moins le système constructif il est répétitif. C'est un collège et qui n'est pas conçu comme un bâtiment classique. Vous voyez, ce n'est pas un parallélépipède, c'est plutôt un village. Et de nouveau, nous sommes dans la zone pavillonnaire de la ville, donc il y a un certain morcellement dans l'espace. On a un pavillon jardin. Alors, ces bâtiments essayent de reprendre un peu, ou même partiellement, cette échelle de l'habitat environnant. Voilà, par exemple, ici, c'est un restaurant, ça pourrait être un très très grand pavillon. Le parcellaire se développe en profondeur. Nous avons ici la rue principale, le bâtiment linéaire de l'administration, après des classes d'éducation artistique. Voilà, le hall, le CDI, le bâtiment rayonnant des classes, le restaurant. Après, la piste de vitesse qui va passer sur la toiture des classes de technologie et sous les bâtiments des classes de biologie, parce qu'il y a très très peu de place. Ensuite, le logement de fonction, la salle de sport. Ces projets s'insèrent dans le terrain d'origine
de la manière la plus respectueuse du site. Il y avait une décavité naturelle sur ce terrain qu'on l'a gardé. On a rehaussé un peu le niveau d'accès sur la rue. Et après, on a premier étage. Mais en fait, le bâtiment s'insère tellement dans l'environnement, dans le terrain, que finalement, on a du mal à savoir où il commence et où il se termine. Voilà quelques coupes. Donc, la forme de l'arc reste toujours la même. Il va être un peu plus bas. Et après, donc, il y a tout un système des études de Lanterneau qui reprend la coupe de l'arc, mais ils font se greffer sur les arcs de la manière particulière, finalement, en fonction de lieu qu'on veut mettre en valeur. Et en plus, ces arcs nous permettent après d'avoir un amphithéâtre qui va être greffé sur les arcs en changeant finalement la place du collège, voilà, en scène théâtrale. Voilà, donc nous avons ici le CDI, la place du collège, et après donc cette façade où on peut s'asseoir et on peut avoir les spectacles voilà, en bas. Alors bien évidemment, ces espaces nous permettent finalement d'avoir un traitement très différent en fonction de lieu, mais il y a quand même toujours le même élément qui se répète, voilà, c'est l'arc. Donc vous voyez ici les gradins, la cour, le préau qui va se développer sous les bâtiments. Le préau, c'est un espace très important, les halls et les clubs, l'éducation artistique, les classes. Donc la fameuse piste des vitesses qui passe sur la toiture des technologies sous la partie du bâtiment, des classes de biologie, avec donc l'éclairage du hall d'accès à la salle des sports, la serre, la partie de l'administration qui donne sur la rue. Alors, il n'y a pas de clôture le long de la rue. Vous voyez, ce terrain constitue un prolongement naturel, finalement, de l'espace extérieur. Et c'est là où les enfants peuvent s'attendre mutuellement et abriter de la pluie. Le CDI. Le hall d'entrée. Et voilà quelques images du hall. Le hall, il y a 2 niveaux. Là, c'est la partie plus élevée du hall. Deuxième niveau du hall, avec toujours sur l'arche et toujours cet éclairage qui pénètre à l'intérieur. Et logiquement, vous voyez ce que vous voyez ici, vous avez l'impression que ce sont des poteaux. Ce ne sont pas des poteaux, logiquement, ce sont des suspentes métalliques de 6 cm à peine, donc c'est rien au niveau de section, mais à cause des problèmes de feu, les bureaux de contrôle ont refusé la peinture contre le feu, voilà, et ils nous ont imposé finalement de coffrer ces suspentes très élégantes, ce que je déplore énormément. Donc, au fond, si on enlève les planches en bois, voilà, on peut voir l'ossature. Et voilà, on pénètre dans les collèges et on arrive, voilà, dans les CDI. Dans les restaurants. Les couloirs. Alors, ces couloirs sont toujours éclairés d'une manière naturelle, forcément. De l'extérieur, donc, on a ici ces gradins qui ont été greffés sur la façade vitrée, qui nous donnent les zones proches à l'intérieur, et le long de couloirs, on a toujours la possibilité de stationner, de s'asseoir. Et la deuxième circulation, au niveau plus élevé, va rester toujours en contact par rapport au niveau bas, pour qu'on puisse toujours rester en communication.
Alors, il y a bien sûr 2 halls d'entrée finalement qui permettent de la circulation verticale, sont sous l'éclairage zénital. À une certaine époque, des plantes florissaient en rez-de-chaussée, mais finalement, le manque d'entretien, voilà, a déterminé finalement leur sort. Leur sort, il était quand même assez court. Voilà l'éclairage de ce hall d'entrée. Et on arrive au logement des fonctions, qui sont aussi suspendus aux arcs et qui vont bénéficier en plus de séjours, de formes, voilà, de formes arrondies. Et là, au fond, c'est la salle du sport. Alors, quelques images actuelles du collège. Contrairement au Blomigny, vous voyez au projet d'habitat, il est quasiment impossible de rentrer dans des collèges une fois les bâtiments livrés. Et on se retrouve donc aujourd'hui avec le bois qui les vieillit, et les arbres qui ont poussé, et finalement toutes ces coursives extérieures qui constituent la liaison finalement entre plusieurs groupements de ces collèges. Voilà. Et je voudrais terminer sur un projet minuscule. C'est pour vous dire voilà, qu'il n'y a pas de petits projets pour un architecte. Et si on considère que l'architecture, c'est quand même un domaine où on projette l'espace, mais que cet espace doit servir à pouvoir y habiter et à y pénétrer. Voilà, c'est un projet qui n'est pas l'architecture, car finalement la commande était très curieuse. Il s'agissait de déplacer une collection d'un céramiste, une collection aussi des objets qui collectionnait, c'était des objets d'agriculture des années 50, en respectant chaque centimètre. C'est-à-dire qu'il a fallu que tous ces éléments soient placés exactement de la même manière comme à l'origine. Or, à l'origine, son bâtiment n'était quasiment pas percé. En fait, on avait l'éclairage en partie haute de volume simplement, mais jusqu'à cette hauteur-là, finalement, il était complètement aveugle, à l'exception d'une des façades. Donc l'objectif, c'était de respecter la hauteur qui était imposée finalement par le bâtiment d'origine et de respecter à 1 centimètre près quasiment le plan. Mais si on faisait simplement respecter les cotes, je ne pourrais pas satisfaire le maître d'ouvrage qui voulait voir la collection sans pénétrer à l'intérieur de lieu. C'est ainsi que le projet il est enterré, en fait partiellement enterré. Il est baissé, vous voyez, au niveau de sol. Tout ça, ce sont des travaux qui ont été réalisés après. Il y a des gradins ici qui sont installés pour pouvoir monter ici et voir par le haut à l'intérieur de lieu. De l'autre côté, le vitrage il est plus conséquent, mais ce qui est très important ici, ce sont ces 3 lanterneaux qui vont nous donner l'éclairage à l'intérieur. Et vu le fait que l'orientation de ces lanterneaux est chaque fois différente, on a l'impression que c'est un concert quasiment à 3 mains, où chaque lanterneau s'exprime d'une autre manière pendant la journée. Des fois, c'est celui de gauche, des fois, c'est celui de droite. Et celui orienté au nord va avoir un éclairage assez uniforme. Voilà, de l'autre côté. La vue de l'autre côté. Le lanterneau. L'accès et la collection. Voilà, et je pense que c'est la fin. Alors maintenant, j'attends les questions. Ce que je voulais encore ajouter, que dans tous ces projets que vous avez vus, la démarche, bien sûr, il y a tous les problèmes d'urbanisme qu'il faut résoudre, mais la démarche part de l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur reste toujours très important. Et très souvent, dans le cas des publications, on montre toujours les espaces des images des extérieurs. Et c'est un projet ce sont des projets où la réflexion sur l'intérieur est très important. Et ça m'a fait penser à une phrase que je voulais vous lire, qui était attribuée à Lao Tzu, donc dans le testament de Frank Lloyd Wright.
qui date depuis si longtemps. La réalité d'un bâtiment ne réside pas dans le toit ou dans les murs, mais dans l'espace intérieur dans lequel on vit. Voilà. Donc, c'est ce qui me semble le plus important comme réflexion qu'un architecte puisse avoir. En effet, j'ai deux passions dans ma vie. La première, c'est l'architecture. La deuxième, ce sont les voyages, ou peut-être les deux à la fois. Et il est vrai que j'ai pu voyager énormément, énormément dans ma vie. D'autant plus que très souvent, bon, aujourd'hui, les sujets peut-être ne se prêtaient pas, mais normalement, je montre dans mes conférences toutes ces images finalement de mes voyages qui constituaient finalement sans doute une influence, mais ce sont peut-être pas forcément des influences très directes. Vous voyez, quand on est en Inde, quand on est dans d'autres pays asiatiques, il y a des sites finalement, des sites naturels. Je ne sais pas, je pense par exemple à Lac Inle en Birmanie, sur Piloti. Aujourd'hui, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, des images. J'étais effrayée par le nombre de touristes. Il y a 20 ans, c'était pas la même chose. Mais cette adaptation de la vie finalement de bâtiments en bois sur Piloti, le lac Inle, pour que vous sachiez, il est très peu profond. C'est-à-dire, on installe aussi sur des pilotis des jardins flottants où on cultive sur l'eau. Et les habitants, ils se déplacent en petite barque et ils pagaillent avec la jambe. Vous ne voyez pas avec les mains, avec les jambes, comme ça, ils peuvent en même temps cultiver ou avoir les lieux libres. Et dans mes voyages, ce qui m'a toujours frappé, ce sont tous ces... J'aime beaucoup le Moyen-Âge, pour vous dire, voilà, par cette complexité extraordinaire des espaces publics que nous sommes parvenus à réaliser et qu'on a tellement du mal à le faire aujourd'hui. Il y a bien évidemment tous ces voyages d'architectes. Alors, je parlais un peu de Renaudy ou de Claude Parent, mais en fait, Wright constitue pour moi le plus grand architecte du XXe siècle. Alors ça, c'est après la question de chacun. J'aime sa créativité, j'aime cette liberté avec laquelle il change d'un langage à l'autre, j'aime cet espace qui arrive à quelque part à dominer complètement. Parce qu'au fond, dans l'espace, il y a tant de directions possibles et je pense que vouloir l'exprimer, l'exploiter, c'est quand même un enjeu formidable pour l'architecte et pour les usagers et pour les usagers aussi. Mais après, dans l'architecture contemporaine ou moderne, il y a des lieux qui m'ont fasciné. Je pense par exemple à l'intérieur de la Philharmonie de Charonne. Je pense qu'on n'a jamais pu faire mieux, au moins pour au niveau pour 20e siècle, comme bâtiment public, oui. Si on me dit, voilà, montrez-moi ça, chaque fois quand j'y retourne régulièrement, je suis émue par le détail et par cet espace qu'il est là, à la bonne cote, à la bonne proportion. Et elle était faite quasiment d'une manière artisanale. On ne savait pas à l'époque faire tous les calculs acoustiques, comment on le sait faire aujourd'hui. C'était le travail sur la maquette. Moi-même, je travaille toujours en maquette. Vous voyez, c'est un processus qui s'installe à partir de la maquette, toujours les maquettes d'études, de toute façon les maquettes de présentation, je ne sais pas très bien ce que c'est. En même temps, j'ai fait les maquettes et j'ai vérifié en même temps si ça marche. Vous voyez, pour Blanc-Ménil, j'avais cette idée de principe de structure, mais après j'ai commencé à faire un type d'exercice de style avec ces principes.
quel type d'espace je peux avoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé en maquette. J'ai fait des maquettes au centième de logement en essayant d'explorer les combinaisons possibles des toitures. Parce que pour tout vous dire, à l'époque, voilà, j'étais très jeune et on ne voulait pas me faire confiance. Déjà qu'on m'a permis de travailler suite à mon diplôme, car mon directeur de diplôme a invité son maître d'ouvrage. Et il m'a convoqué en disant, voilà, il y a 2 architectes qui travaillent sur ces terrains, mais on n'aime pas leur projet. Si vous avez un logement à faire, qu'est-ce que vous allez faire? Et finalement, donc, j'ai fait ce projet devant un logement au Blanc-Ménil où tout était dit, la coursive, les toitures. Au fur et à mesure qu'était le temps passé, eh bien évidemment, il y a certaines intersections de toitures qui n'existaient plus. Il y avait des décalages de niveau, c'était trop cher pour les avoir. On était obligé de les abandonner. Mais l'idée était là. Et alors aujourd'hui, ces maquettes, ce sont les maquettes de faisabilité, voilà, font partie aujourd'hui des collections de Chaillot, des collections permanentes aussi bien que les collèges de Bobigny. Mais les voyages, oui, les voyages, ce sont des éléments assez extraordinaires, ce sont des sources d'inspiration qui nous nourrissent énormément, comme lieu, comme la manière de vivre, et même comme les sites finalement que nous sommes parvenus à construire jadis et les préserver. C'est ça qui est assez extraordinaire. Mais bon, c'est un sujet très vague. À Berlin. Mais ça, vraiment, ça vaut. Si vous n'êtes jamais à Berlin, il faut absolument voir ça. À côté, il y a aussi sa bibliothèque, notamment qui était très bien filmée dans Les ailes de désir de Wenders. Mais c'est aussi un très très bon film. Et à côté de la Philharmonie, il y a aussi son musée des instruments des musiques qui est aussi très très beau. Je n'ai pas très bien compris votre question. Les changements des réalisations par rapport au projet initial, cette question concerne tous mes projets ou les Blanc-Ménil? Oui, il n'y avait pas énormément de changements dans ces projets. Et au niveau de plan, il y a de petits changements, en effet. Les volumes sont plus compacts. Ce n'était pas du tout significatif pour les projets. En revanche, ces points d'observation, oui, le projet aurait eu un autre aspect. Mais c'est un changement, quelque part, qui était absolument obligatoire. Car vous savez, en France, on a une réglementation qui est très stricte. Alors moi, je suis le chef finalement pour détourner la réglementation, parce qu'au fond, il faut savoir aussi les interpréter et convaincre qu'on peut le voir d'une autre manière. Mais dans le cas des Darnétal, quand même, c'était quasiment impossible, car suite à la réglementation pour les personnes handicapées qui était de plus en plus contraignante et de plus en plus présente, si on voulait réserver ces 2 points hauts, il aurait fallu avoir 2 ascenseurs. Alors, les 2 ascenseurs, un ascenseur, ça coûte très, 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 très cher et ça n'a pas de sens parce que ces points d'observation, c'était un peu comme la tour génoise, vous voyez, c'était des éléments finalement très petits et c'était hors échelle budgétaire et même au niveau volumétrique, hors échelle du bâtiment. Quand j'ai fait les concours, j'ai pensé à ces problèmes à venir, mais j'étais persuadée que j'arriverais à convaincre le maître d'ouvrage, mais ça n'a pas marché. Des fois, ça ne marche pas.
Oui, en fait, et pour tout vous dire, le projet que vous avez vu en béton à Ivry, c'est un projet qui était conçu à l'époque en bois et en béton. C'est-à-dire, aujourd'hui, la réglementation concernant les bois, elle est plus ouverte. Mais à l'époque, dans les années 80, elle était quasiment inexistante. Et quand on construisait comme ça en hauteur, c'était trop compliqué de faire tout en bois. Ou alors, il aurait fallu mettre de l'argent, vous voyez, des sommes astronomiques. Et même, je pense que les pompiers auraient refusé. Donc, j'ai proposé à l'époque d'avoir des panneaux, enfin, le plancher l'ossature en béton et des allèges en béton pour que le feu ne se propage pas et avoir le reste en bois. Mais je ne suis pas parvenue à convaincre le maître d'ouvrage. J'étais trop jeune. J'ai rassemblé à une femme, j'ai parlé avec un accent, je continue de le faire. J'avais un bureau d'études imposé par les partis politiques. J'étais mal placée et finalement, je n'arrivais pas à convaincre. Vous voyez, au Blaumesnil, j'avais beaucoup plus de chance. J'étais toujours femme, je parlais toujours avec le même accent, mais on m'a fait confiance. Et donc, en effet, le bois à l'époque m'intéressait énormément comme matériau, car il est excessivement riche au niveau d'interprétation possible, esthétique. Mais il faut dire que pour Blaumesnil, c'était un matériau aussi qui était moins cher que les autres, parce qu'à partir du moment où vous avez autant de découpage des façades, autant de façades multiples dans toutes les directions, car ce sont des façades finalement qui ne suivent pas la trame carrée, des fois aussi en diagonale, et la réalisation en matériaux légers était moins chère. Alors les choix étaient entre les bois ou les métals. J'ai préféré le bois aussi, mais de toute façon par rapport au béton, et même s'il n'y avait pas de problème des prix, je trouve que le bois s'y prêtait beaucoup mieux. D'abord car il existe dans les environs, même s'il est caché. Les pavillons ont quand même l'air charpente en bois. Et en plus, l'ossature, elle est faite en lamelé collé. On arrive aux proportions excessivement fines des poteaux, 14 cm par 14. En béton, c'est tout de suite 25-30. Pas parce que le bâtiment il est haut, mais parce qu'on a des allèges qui vont arriver de plusieurs directions. Il faut un ferraillage conséquent, ce qui implique l'augmentation de la section. Donc il y avait ce côté esthétique aussi, cette légèreté que j'ai cherchée à travers cette opération. Et pour tout vous dire qu'au Blaumesnil, par exemple, les bailleurs, ils souhaitaient démolir l'ensemble, le quartier, car il n'est pas bien entretenu. Et ce sont des locataires qui ont déposé au ministère leur demande de classement et ils ont gagné. Voilà, donc pour vous dire que j'ai déposé avec eux, j'ai déposé mon dossier. Après, on avait finalement la DRAC, les ministères, enfin, bref, les préfets, tout le monde sur place. Mais ça s'est très très bien passé. Et ça me fait plaisir finalement de pouvoir faire autant de plaisir aux gens, à plusieurs générations qui ont pu grandir dans ces espaces. Et d'être remerciés pour, voilà. Et ce qui est très touchant, c'est que très souvent, on me dit, voilà, merci madame pour les cadres de vie que vous avez créés. Or, les gens qui utilisent ces paroles, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des architectes, ce sont des prolos. Donc, au fur et à mesure, finalement, qu'ils habitent dans ces lieux, et il arrive aussi à regarder autrement, peut-être à s'instruire, et ça fait un très grand plaisir. Ce qui était très bien, c'est que ces quartiers, c'est un quartier mixte jusqu'à la loi Boutin. Je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. Normalement, la France gérait toujours l'habitat social d'une manière assez intéressante. Vous souhaitez avoir plusieurs couches sociales, même si on paye un peu plus cher, n'est-ce pas? On gagne bien la vie, on va payer 20 ou 30% plus cher que le loyer de base, ce qui était normal. Mais Madame Boutin a changé la loi. Et les gens, par exemple, qui gagnaient bien la vie, il aurait fallu qu'ils payent 300%. Et à partir du moment, au lieu de payer 800 € ou 600 €, vous payez, je ne sais pas, 2000 €, ben, les gens déménagent. Et ça, c'est très, très dommage, d'autant plus que le département 93 n'a pas appliqué après la loi. Donc, il y a certaines personnes qui étaient obligées de quitter les lieux. Et c'est très dommage parce qu'on avait une très belle mixité sociale. Voilà. Mais le quartier, de toute façon, fonctionne toujours très bien. Mais je pense quand même, par exemple, au jardin privé.
au rez-de-chaussée. Si vous voyez des exemples de jardins très bien entretenus, on peut échanger des plantes, on peut discuter. Parce que quand même, les gens qui ont habité aussi là-bas de démarrage, finalement, de première chantier, ils ont choisi d'habiter là. Mais après 25 ans, 30 ans, le bailleur balance n'importe qui. Et peut-être les gens qui sont là ne souhaitent pas y habiter, peut-être qu'ils ne souhaitent pas avoir un logement au rez-de-chaussée, ou alors ils vont y mettre des frigos. Donc il y a toute une éducation en même temps qu'il faudrait bien faire et avoir ces échanges entre locataires, voilà, pour que les quartiers vivent le mieux possible. Non, je pense qu'à l'époque, vous voyez, quand j'ai commencé à réaliser, c'était dans les années 77, vous voyez, donc c'était comme il y a très très longtemps. Quand je suis arrivée sur mon chantier d'Ivry, et la personne de la part du bureau de contrôle, je me rappelle très bien, elle m'a regardée et il m'a dit « Merde, une femme ». Voilà, alors je me rappelle très bien, mais c'était plutôt positif, oui, c'était un étonnement. Oui, il y avait comme ça des moments assez rigolos, et pour discuter le problème des permis au Blanc-Mini, on est à la préfecture, j'étais très timide à l'époque. J'arrive à la salle de réunion, la table elle est très très longue, il y a beaucoup de gens, je m'église, je bonjour, voilà, et je m'assois. Et quand après 30 ans, rien ne se passe, je demande pourquoi rien ne se passe, et on me répond, on attend l'architecte. Vous voyez, mais je ne peux pas dire, et si j'ai souffert dans ma vie d'architecte, car je suis femme, c'est plutôt côté confrère. Jamais sur les chantiers, jamais avec des bailleurs. Mais ceci étant, mon maître d'ouvrage, c'était quand même le maître d'ouvrage public. C'est pas le maître d'ouvrage privé, donc peut-être ça change. Peut-être ça change, mais c'est plutôt côté confrère. Oui, peut-être c'est là où on peut avoir un peu de misogynie, voilà. C'est-à-dire, on ne vous aide pas, voilà. Et vers le sol, dans le cas des ateliers d'artistes, c'est quand le sol il est incliné. On nous a montré des photos de l'intérieur des appartements. Mm-hmm. Il y avait des escaliers qui montaient du étage avec cette façade qui suivait du coup l'escalier. Et parce que je trouve que sur la place, oui, parce que je trouve qu'il est très agréable de voir le ciel, mais le sol aussi. Vous voyez, quand vous montez l'escalier, vous pouvez voir quand même aussi les gens qui passent et avoir une autre prise de vue sur votre cadre de vie. Vous voyez, vous parlez de plancher incliné, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le pan oblique en hauteur, c'est le regard vers les nuages, vers les cimes des arbres, mais c'est aussi le sol, c'est aussi la vie antérieure vous voyez, du quartier qui m'intéressait. Est-ce qu'il y a une grande différence de conception pour un bâtiment qui serait à destination des enfants? Je pense que enfin, chaque programme a ses particularités. Et moi, personnellement, je pensais, le programme là était quand même plus ou moins posé. Donc, ce que j'essaye de proposer toujours, ce sont les espaces les plus ouverts, qui dialoguent le plus possible. Je pense que les enfants, il y a un côté ludique qui est intéressant à développer, à faire développer. Il y a ces principes d'éclairage qu'il faudrait bien qu'ils puissent avoir à leur regard, au niveau de leurs yeux. Et il y a ces principes de volume et que je n'ai pas pu développer peut-être comme j'aurais souhaité. Je pense que c'est quand même très bien de pouvoir
leur créer, comme ce sont vraiment des enfants, les ados, c'est pas du tout la même chose, d'avoir des lieux vraiment où ils sont l'espace, mais ils sont rois dans l'espace, vous voyez, où le plafond n'est pas à 3,50 m, c'est pas pour eux. Mais le côté ludique, oui. Ça, je pense que c'est un élément à mettre en valeur, comme cette école maternelle qui n'a pas été réalisée. Vous voyez où cet espace jeu, avec le toboggan, constituait quand même un développement assez ludique de l'espace. D'ailleurs, dans cette école, peut-être je suis passée un peu trop vite, et tous ces espaces, tous ces classes, j'essaierai de revenir en arrière. Si je fais ça, non. Il y a sans doute un moyen d'arriver très rapide. Ouais. Bientôt. Encore. Voilà. Et encore. Voilà. Donc vous voyez, ici, la hauteur des classes change aussi. Et on a ici ces classes finalement qui sont pour les enfants un peu plus grands, mais là, toute cette partie, ce sont des classes qui sont quand même très 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 basses sous plafond, qui sont éclairées de nouveau finalement en profondeur aussi, mais avec l'espace qui reste quand même très très à l'échelle d'enfants. C'est-à-dire, je trouve qu'on s'en sert dans un site et qu'il y a, il y a plusieurs moyens à s'insérer dans un site. Et s'insérer dans un site, pour moi, ça ne veut pas dire qu'on reprend exactement le même langage architectural qui est dans les alentours. Mais en revanche, oui, les gabarits restent pour moi un élément très, très important. Alors, ces gabarits, bien évidemment, par exemple, comme dans le projet d'Ivry, d'un côté, on s'en sert, on s'aligne finalement avec les bâtiments existants, mais de l'autre côté, on n'a pas vu d'image qui pourrait approuver mes à propos. Le projet d'Ivry, il est aussi dans une zone très hétérogène. On a aussi une rue finalement où les bâtiments, ce sont quasiment des pavillons de banlieue accolés. Et finalement, cette idée d'avoir une toiture qui correspond à 25 mètres carrés mérite le bâtiment, et ce rythme, quelque part, dans l'espace, il est appuyé par le rythme des pavillons. On est à la même échelle. Si le bâtiment était linéaire, d'un seul coup, en bloc, vous voyez, et dans ce cas, je n'ai plus de dialogue face au bâtiment d'une taille réduite dont les modules restent très petits. Donc, ce qui m'intéressait dans ces cas, c'est d'avoir ce rythme dans le nouveau bâtiment construit, mais dont l'échelle, au niveau de la toiture, reprend l'échelle des pavillons autour. Mais je n'irai jamais chercher de m'insérer dans un site la reprise exacte, pas la reprise exacte, vous voyez, de ce qui nous entoure. Mais le gabarit joue un rôle quand même très important, oui. Et après la volumétrie, vous voyez, est-ce que c'est un bâtiment qu'on découvre d'un seul tenant? Enfin, je n'ai jamais fait pour tout vous dire. Ou est-ce que ce sont des éléments finalement qui vont essayer de dialoguer avec l'espace? Parce qu'au fond, est-ce que nous projetons surtout l'intérieur, mais il y a quand même ce négatif des volumes, cet espace extérieur. Et cet espace extérieur dialogue aussi avec les bâtiments qui nous entourent. Vous voyez, je n'irai pas appuyer les à propos de Colas. Je ne sais pas si vous connaissez cet architecte qui a dit cette fameuse phrase « Fact the context ». Voilà. Baisa le contexte, voilà. Donc,
non, je pense qu'on dialogue à chacun à sa manière, voilà. Mais je pense que peut-être ce qui peut-être détermine le plus ma démarche d'architecte, c'est cet attachement que j'ai à la lumière. Je trouve que la lumière sculpte quand même l'espace, n'est-ce pas? Et cette lumière, quelque part, c'est un élément finalement qui agrémente notre vie. Il n'y a pas de vie, sans lumière. Mais cette notion oblique que j'ai développée dans mes projets, c'est entre autres de pouvoir capter cette lumière zénitale, cette histoire de l'arc. Finalement, on peut finalement suivre la courbe et avoir l'éclairage dont la position par rapport à l'horizontale peut être en permanence changeante. Ce sont des éléments excessivement importants, excessivement intéressants dans l'architecture. Je ne peux pas dire que tout vient de la lumière, ce serait quand même faux, mais c'est quand même un élément qui est important, parce que c'est cet élément-là qui m'impose de découper mon bâtiment. Supposons que c'est un parallélépipède, et la possibilité de faire pénétrer la lumière, on aurait, dans le meilleur des cas, quatre directions, vous voyez. La géométrie va limiter l'arrivée de la lumière et la richesse de la lumière. Et parce que si on aborde des géométries complexes, je pense qu'il ne faut pas chercher la complexité pour la complexité. Il faut que cette complexité soit utile, il faut qu'elle nous amène quelque chose. Vous voyez, je suis sans doute un des rares architectes qui vit dans l'habitat social depuis la construction, depuis 1986. Et non simplement j'y vis, en rez-de-chaussée, j'y travaille. Vous voyez, donc ça le comble. Et je ne compte pas quitter le lieu, sauf si on m'évire. Vous voyez, je suis très bien dedans. Et je pense que peut-être en architecture, on est tellement pris par les contraintes techniques aujourd'hui, par la réglementation, par les exigences des uns et des autres, après par la fonctionnalité qu'il faut aussi respecter. Mais tout ça, il ne faut pas que ça soit simplement technique. Vous voyez, il faut dépasser cette phase. Ce sont des données que, bien évidemment, si on veut construire, il faut qu'on respecte. Mais si on considère que l'architecture, c'est l'art des arts, c'est quand même pas par hasard. Et l'art, ce n'est pas la technicité. L'art, c'est quelque chose en plus. Et c'est quelque chose en plus, c'est quand même à chacun d'architecte, finalement, de trouver sa propre voie. Mais il faut absolument... Ce que vous allez apprendre dans les écoles, ce sont les bases. Mais profitez quand même de votre passage ici, parce que là, tout est possible encore. Hein. Donc, faites travailler votre imagination. Mais ça me fait plaisir. Si jamais vous souhaitez aller au Blanc-Minil, 3 hectares à pied, 6 hectares, le terrain complet, les locataires reçoivent tout le monde. Ils sont aux anges. Là, on a l'école de la Villette qui travaille sur l'opération. Et après, avant, on avait l'école de Belleville. C'est très facile d'accès. Il faut descendre, heure horaire, le Blanc-Minil, et c'est en face. Ils montent volontairement leur logement, voilà. Mais merci et n'oubliez pas de faire des magnifiques projets. Et surtout, quand vous allez faire votre projet, ne les balancez pas, vous les gardez. Vous faites votre dossier parce que, vous voyez, quand je travaille avec de jeunes architectes, je demande toujours leurs travaux d'étudiants. C'est très important.
c'était audible.